22%, 180%. Deux chiffres, à première vue abstraits, mais qui pourraient bien décider du sort de l'hiver européen, et pourtant, presque personne ne prend la peine de les expliquer clairement dans les journaux télévisés. Depuis début mars, le prix du gaz en Europe a bondi de 180% en seulement un mois. Attention, pas sur l'ensemble de l'année, pas non plus sur toute la durée d'une crise étalée sur des saisons. Non, en 30 petits jours, le mégawattheure est passé de 350 à 728 $ pour 1000 mètres cubes, et certains jours à plus de 850. C'est vertigineux, non? Dans la même période, le pétrole Brent a pris 62%, flirtant dangereusement avec les 120 $ le baril. Ce n'est pas simplement de la volatilité ou une réaction passagère de panique. C'est un véritable séisme, une onde de choc d'une ampleur qui menace désormais chaque foyer, chaque usine, chaque boulangerie de quartier. Sur cette toile de fond déjà tendue, Kirill Dmitriev, représentant russe et chef du fonds d'investissement direct, prononce une phrase choc. Un tsunami énergétique va bientôt s'abattre sur l'Europe. L'Europe a besoin de la Russie pour survivre. Réaction immédiate des politiques et des médias à l'Ouest. Propagande, intimidation, posture. Rien de nouveau de la part du Kremlin. On lève les yeux au ciel, on dénonce l'intox. Mais, si on met de côté les slogans et les réflexes pavloviens, que reste-t-il? Est-ce vraiment juste une phrase de plus dans une guerre de communication? Ou bien y a-t-il, derrière ce refrain, une réalité arithmétique qu'on préfère ne pas détailler dans les talk-shows du soir? Qui ose vraiment décortiquer la mécanique, poser les chiffres sur la table? Parce qu'en fait, si on rentre dans les chiffres, on découvre une vérité moins rassurante. L'Europe, malgré tous ses efforts, reste vulnérable à la moindre secousse sur le marché mondial. Oui, la Norvège est désormais le premier fournisseur de gaz du continent, détrônant la Russie dans les statistiques. Oui, l'infrastructure des terminaux méthaniers flambant neufs permet d'accueillir le gaz liquéfié américain, qatari ou algérien. Oui, la Commission européenne et Berlin affichent une confiance presque insolente. L'approvisionnement est assuré, la dépendance à la Russie est derrière nous. Mais cette certitude s'appuie sur des stocks, une météo exceptionnellement clémente et une consommation qui a déjà baissé de 15%. Mais pour combien de temps la décroissance de la demande restera-t-elle possible? Et surtout, à quel prix réel pour l'économie et pour les citoyens? Le vrai risque, c'est que si l'on analyse mal les chiffres, on ne parle plus simplement d'idées politiques, mais de conséquences tangibles. Flambée du coût du chauffage cet hiver, menace sur l'emploi industriel, perte de compétitivité et pouvoir d'achat en chute libre. Sans parler de l'atout géopolitique que représente encore le gaz russe pour Moscou, alors que la concurrence asiatique, elle, paie désormais plus cher et siphonne une partie du GNL mondial. Peut-on vraiment tourner la page aussi facilement? Alors, faut-il croire les optimistes quand ils affirment, main sur le cœur, que l'Europe est prête à affronter l'hiver sans la Russie? Ou bien les chiffres cachent-ils une dépendance structurelle, invisible dans les discours, mais implacable dans les faits? Et surtout, ce fameux 22%, glissé presque en passant par le ministère allemand de l'économie, que signifie-t-il vraiment pour nos factures et notre sécurité énergétique? Derrière ce chiffre, n'y a-t-il pas tout le suspense de l'hiver européen? Parce qu'au fond, la question n'est pas « qui a la meilleure communication ?», mais plutôt « qu'indiquent vraiment les chiffres sur la solidité énergétique de l'Europe cet hiver ?» Une erreur de calcul, et ce sont nos foyers, nos usines et notre économie qui en perd le prix fort. Il est temps de trier la propagande du concret et d'examiner, chiffres en main, où en est vraiment l'Europe. Alors, qui a raison et qui enjolive la réalité? Plongeons ensemble dans les faits, sans phare. L'Europe s'est-elle vraiment diversifiée? C'est la grande question qui obsède les décideurs depuis le choc énergétique de 2022, lorsque la guerre en Ukraine a fait voler en éclats toutes les certitudes sur la sécurité d'approvisionnement. Si on écoute les dirigeants européens, et notamment en Allemagne, la réponse est un oui, franc et massif. Nous avons tiré les leçons de la crise, nous avons diversifié nos fournisseurs, investi dans de nouvelles infrastructures et mis en place des mécanismes communs. Mais que se cache-t-il vraiment derrière ce discours rassurant?
Est-ce un écran de fumée ou une réalité solide? Regardons les faits. Après l'arrêt brutal du gaz russe, l'Union européenne a agi vite, très vite même. Le premier levier, c'était la diversification. Norvège, États-Unis, Algérie, Azerbaïdjan, Qatar. Les contrats se sont multipliés, les volumes de gaz naturel liquéfié, GNL, importés d'Amérique ont explosé, la Norvège est devenue le premier fournisseur de gaz de l'Allemagne, et plusieurs pays du Golfe sont venus compléter l'équation. Pour pallier la coupure russe, il fallait trouver des alternatives, coûte que coûte. Et côté infrastructure, l'effort a été colossal. L'Allemagne, par exemple, a construit en quelques mois seulement des terminaux flottants pour accueillir le GNL, alors qu'avant 2022, elle n'en comptait aucun. Aux Pays-Bas, les capacités ont été augmentées pour répondre à la nouvelle donne. L'Espagne, déjà forte d'un réseau de terminaux performants, s'est imposée comme hub gazier de l'Europe du Sud, redistribuant le gaz atlantique vers la France et au-delà, via des interconnexions nouvelles ou modernisées. Plus impressionnante encore, la Grèce et la Croatie ont, elles aussi, accéléré la mise en service de terminaux méthaniers, symbolisant une nouvelle solidarité énergétique européenne. Mais l'adaptation ne s'est pas arrêtée là. Pour limiter le choc, l'Europe a lancé un mécanisme inédit d'achat groupé. Plutôt que de s'affronter entre États membres à coups de surenchère, l'idée était de négocier ensemble, de faire bloc pour peser sur le marché mondial et sécuriser les approvisionnements. Sur le terrain, l'industrie a été priée de s'adapter, parfois dans la douleur. Baisse de consommation forcée, flexibilité sur les lignes de production, arrêt provisoire de certaines usines très énergivores, comme dans la chimie ou la sidérurgie. Les ménages aussi ont participé à l'effort. Thermostat baissé, subventions publiques pour aider à passer l'hiver, campagne de sensibilisation à la sobriété. Résultat, la consommation totale de gaz dans l'UE a chuté de près de 15% en un an. Personne n'a eu froid, les lumières sont restées allumées, l'hiver est passé sans coupure majeure. À première vue, mission accomplie, non? Mais est-ce tenable dans la durée? Et du côté politique, le discours s'est voulu rassurant. Les ministres allemands ont martelé que la dépendance vis-à-vis du Golfe est aujourd'hui minimale, que les stockages de gaz sont prêts et sûrs, que l'Europe peut résister à de nouveaux chocs grâce à son nouveau modèle. Les chiffres semblent donner raison à cette version optimiste. Des stocks remplis à plus de 90% à l'automne, une diversité de routes et de fournisseurs, des mécanismes de stabilisation des prix testés et peaufinés. L'Union européenne a même annoncé la création d'une réserve stratégique de gaz, prête à être activée pour lisser les pics de prix et prévenir tout risque de pénurie. Qui aurait cru, il y a 2 ans, à une telle métamorphose? Seulement voilà. Ce tableau a tout pour rassurer, à condition de s'arrêter aux apparences. Car toute cette architecture repose sur un principe fragile. L'accès au marché mondial du gaz et la capacité de l'Europe à acheter les volumes dont elle a besoin, quand elle en a besoin. S'imaginer que la crise est derrière nous serait une grave erreur. Oui, l'Europe a diversifié ses fournisseurs. Oui, elle n'est plus dépendante du gazoduc russe. Oui, elle s'est dotée d'un filet de sécurité avec ses stocks et ses nouveaux terminaux. Mais tout cela ne change rien à la logique fondamentale du marché du gaz. Cette ressource, aujourd'hui, s'échange à l'échelle du globe. Et dès qu'un choc, un incident, un blocage se produit quelque part, même très loin des frontières européennes, l'impact se fait sentir ici, immédiatement, sur le prix, la disponibilité et la sécurité d'approvisionnement. Qui se souvient que, lors de la canicule américaine de 2023, l'Europe a failli manquer de GNL car les cargos étaient détournés vers l'Asie? Ce n'est pas une question de politique ou de géographie, c'est une question d'arithmétique mondiale. Les terminaux flottants allemands, les hubs espagnols, les contrats norvégiens. Tout cela protège, mais ne met pas l'Europe à l'abri d'une concurrence féroce pour les mêmes navires de GNL, pour les mêmes cargaisons qui peuvent, du jour au lendemain, changer de destination au gré des prix mondiaux. Quand la tempête souffle sur le marché mondial, l'idée d'autosuffisance énergétique européenne apparaît bien fragile. Vous rappelez-vous qu'en 2022, certains cargos ont fait demi-tour en pleine mer pour répondre à une offre asiatique plus alléchante?
Et c'est là que réside le vrai risque pour les consommateurs et les entreprises du continent. Croire qu'on a définitivement tourné la page, c'est oublier que la stabilité de notre chauffage, de nos usines et de nos factures dépend, à chaque instant, de cet équilibre précaire. Une mauvaise analyse, un excès d'optimisme, et ce sont des prix qui flambent, des emplois menacés et tout un modèle de croissance qui vacille. Qui paie l'addition? Toujours les mêmes, les ménages modestes, les PME, les salariés de l'industrie. Mais un détail clé menace ce tableau rassurant. Pourquoi les prix flambent-ils alors que, sur le papier, l'infrastructure est prête? On pourrait croire que l'Europe, forte de ses terminaux méthaniers, de ses interconnexions et d'une politique de diversification tous azimuts, a de quoi regarder l'hiver avec sérénité. Mais la réalité, c'est que le marché du gaz est devenu mondialisé, et que la sécurité énergétique européenne ne se joue plus seulement à Bruxelles ou à Berlin, mais aussi dans les ports d'Asie, sur les places de marché globales, et surtout, dans le détroit d'Ormuz. Hormuz. Un nom qui, pour la plupart des Européens, évoque vaguement le golfe Persique. Pourtant, c'est ici que tout bascule. Près de 20% du gaz et du pétrole mondiaux y transitent chaque année. À la suite de récents blocages et tensions, une partie significative de ces flux a été coupée du marché. Même si l'Europe n'importe pas directement de gaz du Golfe, cette coupure a un effet papillon immédiat, car le marché mondial du gaz, et surtout du GNL, le gaz naturel liquéfié, fonctionne comme un système de vases communicants. Dès que l'Asie se retrouve privée de ses volumes habituels, le Japon, la Corée du Sud, la Chine se ruent sur le marché spot, prêts à surenchérir pour sécuriser leur approvisionnement. L'urgence, c'est la règle d'or, et dans cette course, il ne s'agit plus seulement d'argent, mais de survie industrielle. Imaginez, des cargos de GNL, initialement destinés aux ports européens, changent de cap en pleine mer, détournés par des traders asiatiques qui offrent non seulement plus, mais sont prêts à payer des pénalités pour casser les contrats en cours. À ce niveau de tension, même l'Europe, pourtant solvable, se retrouve impuissante face à une compétition où chaque mégawattheure devient stratégique. Les prix spot en Asie ont ainsi dépassé largement ceux de l'Europe. Les armateurs et négociants n'ont plus de scrupules. Ils orientent leurs navires là où la prime est la plus forte, quitte à abandonner les routes prévues vers l'Europe. Ce n'est pas un complot, ce n'est pas une manœuvre politique, c'est juste la logique froide d'un marché global. D'ailleurs, selon l'expert Yuri Camber, les clients asiatiques, souvent dépourvus de contrats long terme, sont obligés d'acheter au prix du jour, sans filet. Leur désespoir devient leur avantage compétitif. Ils n'ont pas d'autre choix que d'accepter n'importe quelle condition pour ne pas voir tourner leurs usines à vide. Et tant pis pour l'Europe, qui se retrouve à la merci de ces tensions. En parallèle, la Commission européenne rassure. Les infrastructures sont en place, les flux diversifiés, la sécurité est assurée. Sauf que la vraie question n'est pas d'ordre politique, mais mathématique. Au début du printemps, les réserves européennes de gaz n'étaient remplies qu'à 22%. Ce chiffre, annoncé presque mécaniquement par les ministres allemands, devrait pourtant alarmer. Pour garantir la sécurité cet hiver, il faudrait atteindre au moins 80% de remplissage avant octobre. Cela implique d'injecter l'équivalent de 58 points de pourcentage en quelques mois, une course contre la montre, dans un contexte de prix historiquement élevé. Or, traditionnellement, l'Europe compte sur l'été pour acheter du gaz à bas prix et remplir ses stocks. Mais cet été, il n'y a pas de répit. Les cours du GNL ne baissent pas, ils explosent. Depuis mars, les prix ont bondi de 180%. Pourquoi? Parce que la crise d'Ormuz coïncide avec une demande asiatique survoltée qui siphonne le marché. Les traders, eux, n'hésitent pas une seconde. Ils préfèrent vendre en Asie, là où les industriels bénéficient souvent d'un soutien public massif pour sécuriser l'énergie, quitte à surpayer. L'Europe pourrait-elle surenchérir et acheter sa sécurité? Théoriquement oui, mais dans la pratique, c'est un jeu dangereux. Les économies asiatiques, Japon, Corée, Chine, ont des besoins colossaux et des États prêts à mettre le prix. Pour l'Europe, ce n'est pas seulement une question de budget, c'est une question de rapidité et de priorité nationale.
Résultat, l'Europe n'est pas forcément perdante à tous les coups, mais elle n'est plus en position de force. Elle subit le marché au lieu de le dicter. Conséquence directe, avec des stocks à un niveau historiquement bas au sortir de l'hiver, chaque cargaison détournée, chaque tonne de GNL perdue, rapproche l'Europe d'un scénario catastrophe. Si le remplissage des stockages échoue durant l'été, l'hiver prochain pourrait voir revenir des mesures de rationnement, une flambée incontrôlée des prix pour les particuliers et un véritable coup de massue pour l'industrie européenne. Ces hausses ne sont pas abstraites. Elles se traduisent par des usines qui ferment ou tournent au ralenti, des factures de chauffage qui explosent, un pouvoir d'achat laminé. Souvenez-vous des scènes de files d'attente devant les aides sociales lors de la crise de 2022. Personne ne veut revivre cela. Et le plus inquiétant, c'est qu'aucun discours politique ne peut changer cette réalité arithmétique. Les promesses d'autosuffisance, les discours sur la souveraineté énergétique, tout cela pèse peu face à la dynamique impitoyable du marché mondial. L'Europe peut discuter de stratégie, d'alliance, d'investissement, mais tant que le GNL reste rare et que l'Asie surenchérit, la marge de manœuvre est très mince. On le voit aujourd'hui. Les marchés punissent les illusions de contrôle. Peut-on vraiment gouverner contre la logique mathématique et la géopolitique? Alors, si le cœur du problème est vraiment structurel, que peut faire l'Europe pour sortir de cette impasse? C'est ce qu'on va voir tout de suite. 3 chemins, aucun sans douleur. Voilà le dilemme auquel l'Europe fait face. On a entendu toutes les promesses politiques, on a vérifié les chiffres, mais maintenant, il s'agit de regarder l'avenir en face. Concrètement, 3 scénarios principaux se dessinent, et aucun n'offre de solution miracle. Prenons d'abord le scénario optimiste. Fin rapide du conflit au Moyen-Orient, Hormuz rouvre, les exportations reprennent. C'est l'argument préféré de ceux qui veulent croire à une parenthèse temporaire. Effectivement, si le détroit d'Hormuz redevient accessible, une partie de la pression sur les prix disparaît. Les tankers de gaz naturel liquéfié, GNL, recommencent à circuler et les cotations pourraient retomber. Mais attention, même dans cette situation idéale, la concurrence mondiale reste féroce. Les stocks européens, vidés ces derniers mois par l'hiver et la flambée des prix, devront être reconstitués. Et ce remplissage se fera au prix fort, car les achats européens continueront de se heurter aux besoins asiatiques, notamment du Japon, de la Corée ou de la Chine. Résultat, un hiver difficile, mais gérable si la météo est clémente et si aucune autre crise n'intervient. Un si de taille. Ici, le coût est surtout économique. L'énergie restera chère, et l'impact se fera sentir sur les factures, le coût de production industrielle, et donc le pouvoir d'achat. Deuxième scénario, celui que personne n'ose évoquer à Bruxelles tant il fait mal. Le conflit s'éternise, Hormuz reste fragile, voire totalement bloqué. Dans ce cas, les flux mondiaux de GNL ne retrouvent pas leur niveau normal. L'Europe, déjà privée du gaz russe, doit remplir ses stocks avec des volumes rares et une concurrence asiatique toujours plus agressive. Et là, la crise de l'hiver 2022 pourrait paraître presque douce à côté de ce qui se profile pour 2026 à 2027. Les stocks sont trop bas pour garantir la sécurité d'approvisionnement. Le spectre du rationnement refait surface, d'abord pour l'industrie, qui pourrait voir ses chaînes de production stoppées, puis pour les ménages, avec des restrictions sur le chauffage, voire des coupures. Les entreprises souffrent, certains emplois sont menacés, les prix à la consommation s'envolent. Ce n'est plus seulement une question de confort, c'est la stabilité sociale qui est en jeu. Avec elle, la crédibilité politique des institutions européennes, sous la menace de mouvements de contestation, voire de crises sociales majeures. Ici, le coût est social, économique, mais aussi politique. Celui de l'impuissance face à des conséquences très concrètes pour la population. Enfin, il y a le scénario dont peu osent seulement parler à voix haute. Un revirement politique, un retour, même partiel, au gaz russe. Sur le papier, cela résoudrait bien des problèmes techniques, fiabilité de l'approvisionnement, prévisibilité des coûts, atténuation de la pression sur les stocks. Mais à quel prix politique? Dans le climat actuel, marqué par la guerre en Ukraine,
Un tel choix serait explosif. Division au sein de l'UE, critiques internationales, perte de crédibilité diplomatique et remise en question de toute la stratégie énergétique européenne des 2 dernières années. Pour certains gouvernements, ce serait même une catastrophe politique intérieure. Imaginez le tollé médiatique, les manifestations, les débats passionnés. En résumé, ce scénario offre un soulagement technique, mais un coût politique quasi insurmontable aujourd'hui. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aucun de ces scénarios n'est gratuit. Tous impliquent un prix à payer, économique, social ou politique. Ce n'est pas une question de rhétorique ni de posture idéologique, c'est une simple réalité arithmétique. Sans le gaz russe, le marché européen reste serré. Avec le gaz russe, le prix politique est colossal. Sans résolution rapide de la crise au Moyen-Orient, la pénurie guette. Avec, le prix baisse un peu, mais ne revient pas à la normale, car la concurrence mondiale a changé la donne. Et ce n'est pas juste une histoire de quelques mois. Ces choix pèseront sur la stabilité économique, la cohésion sociale et la crédibilité politique de l'Europe pour les années à venir. Pour chacun d'entre nous, ça veut dire quoi? Que l'hiver prochain, et même les suivants, seront placés sous le signe de l'incertitude. Le chauffage coûtera plus cher, les emplois industriels seront sous tension, le pouvoir d'achat continuera de s'éroder. Les entreprises devront choisir entre investir pour s'adapter ou délocaliser. Les ménages devront revoir leurs priorités, parfois reporter des projets ou réduire leur consommation. Chaque gouvernement européen devra justifier ses choix devant une population de plus en plus inquiète et face à des partenaires commerciaux ou politiques qui n'attendront pas. La question se pose. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour préserver notre confort? Voilà la réalité. Le choix n'est pas entre sécurité énergétique et indépendance, ou entre solidarité européenne et pragmatisme politique. Le choix, c'est celui du moindre coût acceptable, selon ce que chaque société européenne est prête à sacrifier, son confort, sa cohésion ou une partie de sa souveraineté diplomatique. Et ça, aucun discours ne peut le masquer. Qui veut encore croire aux promesses faciles? Mais alors, qui croire? Les ministres qui assurent que tout est sous contrôle, ou les marchés qui annoncent plus 180% sur les contrats à terme? Faut-il se fier à la parole politique ou aux chiffres implacables? Mais la question fondamentale reste, qui a raison, les faits ou les discours? Faites la différence entre slogans et chiffres. On entend souvent les responsables politiques expliquer que l'Europe, grâce à la diversification, a sécurisé son avenir énergétique. Mais face à la réalité, ce sont les chiffres qui parlent, et ils sont têtus. Plus 180% pour le prix du gaz depuis mars, 22% seulement de remplissage des stocks. Ce ne sont pas des éléments de langage, ce sont des faits. Ils ne disparaîtront pas parce qu'on préfère les ignorer ou leur opposer de beaux discours sur l'indépendance ou la solidarité européenne. C'est exactement ça qu'il faut apprendre à faire. Distinguer le commentaire de la réalité brute. Oui, la diversification des sources était censée rendre l'Europe plus forte. Oui, on a multiplié les terminaux de GNL, signé des contrats avec les États-Unis, le Qatar ou la Norvège. Mais chaque fois qu'une crise éclate quelque part, comme en ce moment au Moyen-Orient, chaque fois que les acheteurs asiatiques lèvent la mise pour sécuriser leur propre approvisionnement, l'Europe retombe sur la même vulnérabilité fondamentale. Elle doit se battre pour le même gaz, sur le même marché mondial, avec des concurrents prêts à payer plus cher. Alors, comment ne pas subir le prochain choc? Première leçon. Il faut regarder au-delà du discours politique et accepter l'arithmétique de la situation. Les 22% de stock, c'est un chiffre qui ne ment pas. Les 180% de hausse en 30 jours, c'est une claque qui vaut tous les discours. Prendre la mesure de ces réalités, c'est déjà commencer à sortir de la posture et à entrer dans la réflexion stratégique. Deuxième leçon. La stratégie de diversification, aussi massive soit-elle, a une limite structurelle. Tant que l'Europe dépend majoritairement du GNL importé, elle reste exposée à la guerre des prix, à la volatilité des marchés, à la géopolitique des routes maritimes. L'infrastructure ne se reconstruit pas du jour au lendemain. Les contrats, eux, se négocient sur des années. Ce qui manque aujourd'hui,
ce n'est pas l'initiative, mais la flexibilité politique pour vraiment adapter la stratégie en temps réel. Troisième leçon. La vraie solution n'est pas d'attendre que la crise passe, en espérant un retour à la normale qui n'existera plus. L'Europe doit accélérer son adaptation structurelle. Ça passe par des contrats de long terme mieux négociés, pour éviter de dépendre du marché spot en pleine flambée, par le renforcement des réserves stratégiques nationales et, bien sûr, par l'investissement massif dans les énergies bas carbone. Tout cela demande du temps, mais chaque saison perdue rend la suivante encore plus périlleuse. Pourquoi ne pas accélérer la rénovation énergétique, l'électrification de l'industrie, la production d'hydrogène vert? Et surtout, il faut accepter que la situation énergétique n'est pas un débat idéologique, mais un calcul pur et dur. Des volumes, des prix, des capacités, des délais. La rhétorique ne chauffe pas les maisons. Prendre des décisions sur des bases émotionnelles ou politiques, c'est s'exposer à revivre les mêmes crises, encore et encore. Ignorer les signaux factuels, c'est valider la répétition des erreurs. Et c'est là que le risque est maximal. Chaque choc de marché non anticipé peut faire exploser la facture de chauffage, faire fermer des usines, rogner un peu plus le pouvoir d'achat. À chaque fois, ce ne sont pas des abstractions, mais des vies concrètes qui sont affectées. Alors, la prochaine fois que vous entendrez un responsable promettre que tout est sous contrôle, interrogez-vous. Est-ce un slogan ou est-ce que les chiffres suivent? Parce que la véritable sécurité énergétique, ce n'est pas de croire aux promesses, c'est de comprendre les mécanismes et d'anticiper les failles avant qu'il ne soit trop tard. Votre avis n'a jamais été aussi important. Maintenant, les chiffres sont entre vos mains. Après tout ce que nous venons d'analyser, il devient difficile d'ignorer la conclusion froide que nous impose la réalité du marché. 180% d'augmentation du prix du gaz depuis mars, 22% seulement de stockage dans les réserves et des cargos de GNL détournés vers l'Asie en temps réel par des acheteurs qui perdent plus cher. Voilà la véritable équation que l'Europe doit résoudre, loin des discours rassurants et des slogans politiques. Les faits sont là, les conséquences sont pour tous. Ce que nous montre la situation actuelle, c'est que, malgré toute la rhétorique sur la sécurité énergétique et l'indépendance, la dépendance de l'Europe au gaz russe ne se limite pas à une question politique ou morale. C'est une question de mathématiques et de temps. Les alternatives existent, c'est vrai, mais leur mise en œuvre nécessite des années d'investissement massif, alors que l'hiver, lui, ne va pas attendre gentiment derrière la porte. Quand la demande explose et que la concurrence mondiale s'intensifie, ce sont les lois du marché qui dictent leur verdict, pas les déclarations officielles. Accepter cette réalité, ce n'est pas prendre parti pour ou contre un fournisseur, mais simplement regarder les chiffres en face. Les infrastructures russes, elles, sont toujours là, capables de livrer rapidement, sans passer par les détroits congestionnés, ni être soumises aux surenchères asiatiques. Mais admettre publiquement ce besoin, ce serait reconnaître une erreur stratégique lourde, et politiquement, c'est quasiment impensable tant que les responsables actuels restent en place. C'est là que réside le vrai piège. Tant que le débat restera enfermé dans le non-dit et la posture, ce sont les marchés qui parleront le plus fort, avec des conséquences très concrètes pour chacun d'entre nous. Le coût du chauffage, les emplois industriels, le pouvoir d'achat cet hiver, tout cela dépend de choix faits non pas sur des slogans, mais sur des faits. Ignorer la réalité des chiffres, c'est prendre le risque de voir se creuser une crise évitable. Alors, la question est simple. Après avoir vu ces données, votre perception a-t-elle changé? Pensez-vous que l'Europe peut vraiment s'affranchir de ce défi sans coût majeur à court terme? Ou bien saviez-vous déjà, au fond, que la politique ne fait pas le poids face à l'arithmétique? Dites-le moi en commentaire, j'ai vraiment envie de lire vos analyses. Et si vous cherchez une chaîne qui privilégie les faits, pas les slogans, abonnez-vous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau décryptage, chiffres à l'appui. S'informer par les faits, c'est s'armer pour l'hiver.